Bon, bah donc, oui, contrairement à ce qui est indiqué, je n'ai pas non plus la clé d'un diagnostic facile, et la prise en charge, comme vous allez voir, est très, je ne peux pas dire mal définie, mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'incertitudes, comme vous le voyez probablement tous les jours. Enfin, pas tous les jours, parce que ce n'est pas des patientes qui arrivent tous les jours non plus en réanimation, mais quand elles arrivent. Alors, en fait, si on revient, je n'ai pas beaucoup de diapositives, je crois que j'ai une vingtaine de diapositives, donc l'idée c'est surtout de discuter après ou pendant. En fait, la notion qu'une femme enceinte est vulnérable, en tout cas au moins pour son risque d'insuffisance rénale aiguë, elle est connue depuis très longtemps, en fait depuis à peu près un siècle, puisque ça c'est un papier de 1934, où un anapathe autrichien avait développé un modèle de nécrose corticale. Alors c'est que la nécrose corticale en néphrologie, on n'en voit quasiment jamais. La seule circonstance où on en voit, c'est justement chez les femmes qui ont une hémorragie grave de la délivrance. Mais sinon, les patients qui font un arrêt cardiaque, même prolongé, en général, ils ont une nécrose tubulaire, parce que c'est la région, les tubes vivent dans une région qui est très facilement hypoxique. Mais la nécrose du cortex, où il y a tous les glomérules, c'est un truc qu'on voit vraiment très rarement. Et en fait, cet anapathe avait développé un modèle animal chez le lapin où en fait, quand il injectait 2 fois la toxine d'Escherichia coli, donc 2 chocs septiques successifs, il arrivait à induire une nécrose corticale chez le lapin. Mais s'il prenait des lapines gravides, une injection suffisait. Montrant qu'en fait, quand on est enceinte, on est un petit peu plus susceptible aux agressions hémodynamiques ou rénales. On sait aussi que, alors là on quitte peut-être le rein, mais on va en reparler, que en fait la grossesse c'est la première cause de très loin au monde de survenue de microangiopathie thrombotique. C'est dans le foie, quand on a une prééclampsie sévère avec ce qu'on appelle le HELP syndrome, et on voit un phénotype vasculaire qui là aussi est unique, puisque je n'ai pas en tête d'autres causes de microangiopathie thrombotique dans le foie, où on peut avoir une coagulation massive des petits vaisseaux du foie, sans qu'il y ait de CIVD forcément. Donc là, en fait, c'est un diagnostic qui est plutôt facile, parce que c'est des femmes en fin de grossesse, prééclamptiques, qui ont le symptôme du HELP, c'est-à-dire la barre épigastrique, qui ont une prééclampsie, encore une fois, donc hypertension, en général protéinurie, qui donc font l'objet d'une délivrance placentaire, et qui guérissent en général en 3 jours. Si elles ne font pas le HELP massif, auquel cas il faut juste avoir en tête que c'est une bonne indication exceptionnelle mais de transplantation hépatique si elles deviennent anhépatiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose, le HELP, qui est très fréquent, parce qu'en France, c'est plusieurs milliers de patientes par an. Donc elles font des nécroses corticales, les femmes enceintes, elles font des microangiopathies thrombotiques dans le foie, et la raison de cette vulnérabilité particulière pendant la grossesse, c'est qu'en fait, elles ont un placenta. Alors, le placenta, c'est un truc qui est très vieux, puisque après l'extinction des dinosaures, donc il y a à peu près 65 millions d'années, les dinosaures du coup se reproduisaient que par des œufs, donc c'était un petit peu dangereux pour la progéniture. Sont apparues les poches, donc il y a les poches externes pour les marsupiaux, et les poches internes pour ce qu'on a appelé les euthériens. Donc nous sommes des euthériens. Les enfants ont été mis dans des poches, et la poche interne des mammifères, c'est donc ce qu'on appelle le placenta. Ce placenta, donc, qui fait le lien entre la mère et l'enfant. Alors en fait, bon, ici, s'il y a des obstétriciens ici, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais en gros, c'est un lac de sang maternel. Le sang arrive par les artères utérines, repartira par les veines utérines, dans lequel baignent les villosités placentaires, qui sont recouvertes par un épithélium, et dans lequel il y a les capillaires fétaux. Et donc, évidemment, on considère que c'est une zone d'échange, d'oxygénation, d'alimentation pour permettre la croissance fœtale. Mais, en fait, l'épithélium des villosités placentaires n'est pas du tout inactif, puisqu'en fait, très vite dans la grossesse, il fabrique beaucoup d'œstrogènes. Et puis, il fabrique aussi, et ça on le sait vraiment depuis une vingtaine d'années, il fabrique des facteurs anti-angiogéniques.
Probablement pour contrôler en fait l'angiogénèse locale, puisqu'encore une fois, c'est sûrement très très important de ne pas faire un organe, même transitoire, trop vascularisé, ni pas assez vascularisé d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a 20 ans, il y a une énorme découverte par l'équipe de Karumanchi à Boston, qui identifie que le placenta fabrique, dès le début de la grossesse, mais beaucoup à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, une protéine qui est identifiée comme un anti-VEGF, qui s'appelle Soluble FLT1, dont vous avez probablement entendu parler parce que c'est le marqueur diagnostique dans la prééclampsie. Et ce FLT1 soluble vient capturer le VEGF, probablement localement, pour pas que l'angiogénèse placentaire prenne des proportions dangereuses et probablement pour pas qu'il y ait d'hématome rétroplacentaire. Donc là, en ce moment, nous, si on n'est pas enceinte, on n'a pas de FLT1 circulant. C'est très très peu produit comme protéine. Mais si on est enceinte et qu'on a un placenta, on se met tout de suite à avoir à peu près 1 nanogramme ml de FLT1. Et FLT1, en fait, c'est donc la forme soluble du récepteur du VEGF qui est produit par les villosités placentaires, mais qui évidemment va pouvoir gagner le sang de la mère, puisque ça, ce que vous voyez là, c'est la courbe dans le temps de la grossesse de la concentration dans le sang maternel de FLT1. Donc en fait, une femme enceinte, elle baigne dans ce facteur anti-angiogénique, et au passage, il n'y a pas que lui, puisque le placenta fabrique un autre facteur anti-angiogénique, qui est l'endoglyne soluble, qui est le récepteur soluble du TGF-bêta pour l'endothélium. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que même au cours d'une grossesse normale, une femme enceinte a ces vaisseaux qui sont exposés à des facteurs anti-angiogéniques, anti-VEGF pour FLT1, anti-TGF-bêta pour l'endoglyne soluble. D'accord ? Et ce que vous voyez sur ce schéma, ça c'était la découverte de 2003, on n'a pas le temps de vous raconter, mais c'est que les femmes qui vont faire une prééclampsie ont des concentrations de FLT1 qui s'élèvent beaucoup plus dès la 20e semaine d'aménorrhée, bien avant les signes cliniques. Et on sait aujourd'hui, en tout cas pour l'hypertension artérielle et la protéinurie des prééclamptiques, que le syndrome maternel de prééclampsie est lié à une concentration ou à une exposition de la femme à une concentration excessive de FLT1. Et vous savez qu'au lit de la patiente, si elle n'a pas accouché, parce qu'au bout de 48 heures, elle n'a plus, demi-vie très courte, si vous dosez le ratio FLT1 sur PLGF, vous pouvez assurer, confirmer un diagnostic de prééclampsie, ce qui en général ne sert à rien, puisque la prééclampsie c'est clinique et c'est rarement une situation équivoque. Mais on va voir qu'il y a des situations où c'est quand même un peu plus difficile. Donc en fait, la femme enceinte est particulièrement vulnérable, et probablement que dans la réponse vasculaire à l'agression, il y a une explication dans cette ambiance anti-angiogénique qui la caractérise. Et pour revenir un peu sur la prééclampsie, puisque la plupart des femmes dont on va discuter maintenant ont en plus une prééclampsie, on sait que FLT1, donc un anti-VEGF, explique l'hypertension, puisque le VEGF c'est quelque chose de vasodilatateur. Et on a la preuve que c'est bien le mécanisme, parce que je ne sais pas si vous l'avez fait hors AMM, mais si vous donnez du Viagra ou du Cialis, vous contrôlez de façon très très efficace l'hypertension artérielle de la prééclamptique. Donc c'est vraiment que vous touchez à la voie biologique du VEGF. Nous, on sait, grâce à des modèles animaux, que voler le VEGF explique la lésion très particulière qu'on voit dans le glomérule des prééclamptiques, qu'on ne biopsie plus, je vous rassure, mais qui est l'endothéliose glomérulaire, c'est-à-dire le cytoplasme de l'endothélium qui se ballonise, qui est anormalement volumineux. Ça, c'est démontré. On imagine que les convulsions, l'éclampsie, là, par contre, est beaucoup plus simplement expliquée par l'œdème cérébral postérieur de l'hypertension, qu'on voit cependant à des niveaux de pression artérielle inférieurs à ce qu'on voit chez un adulte non enceinte. Moi, je vais peut-être convulser à 24-13, j'en sais rien, si je prends de la cocaïne devant vous,
Mais une femme enceinte, elle peut convulser dès 16-10. Donc on imagine que c'est pareil, cette sensibilité à l'hypertension artérielle pour le risque convulsif est probablement expliquée par des modifications endothéliales de ces facteurs anti-angiogéniques. Et puis on sait que le cocktail FLT1 endoglyne soluble, donc les deux facteurs anti-angiogéniques produits par un placenta, même normal, hein, mais si c'est produit en grande quantité, on a des modèles animaux qui prouvent que ça peut induire une microangiopathie thrombotique que dans le foie. Ce qui est original, c'est comme ça, mais probablement chaque endothélium est différent. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis 20 ans, et c'est le seul progrès qu'il y a eu, mais quand même c'est important, on sait que le placenta inonde la circulation maternelle de protéines anti-angiogéniques. Et les deux plus importantes sont FLT1 et l'endoglyne. Là où on est tous, vous comme nous, très perturbés, peut-être nous encore plus parce que les néphrologues sont toujours un petit peu compliqués, c'est que l'observation, c'est que, en gros, un bon tiers des femmes qui ont un HELLP syndrome, donc une matte dans le foie à cause de la grossesse, à cause du placenta, se présentent en insuffisance rénale aiguë. Alors ça, c'est pas très évident à comprendre, parce que si vous mettez un néphrologue devant une patiente, mais vous c'est pareil probablement, hein, devant une patiente qui a une microangiopathie thrombotique dans le foie, hein, le HELLP syndrome, mais qui fait une insuffisance rénale aiguë, le néphrologue va dire peut-être qu'il y a une matte dans le rein. Or, il y a a priori, en tout cas c'est écrit comme ça, il n'y a pas de matte dans le rein. Quand on regarde, il y a une série dans le monde sur 27 patientes, donc on est d'accord que c'est pas terrible non plus quand même. Et quand on regarde la série où il y a eu des biopsies rénales pour insuffisance rénale aiguë chez des femmes qui avaient fait un HELLP syndrome, mais il n'y a pas de matte dans le rein. Ce qu'on voit, c'est une nécrose tubulaire aiguë, qui est la lésion qu'on est censé voir dans les prééclampsies sévères, puisqu'il y a des prééclampsies sévères qui font une insuffisance rénale aiguë, même sans HELLP syndrome. Donc là, normalement, je vous ai tous perdus. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est écrit dans les livres, c'est que une femme qui a un HELLP syndrome et une insuffisance rénale aiguë, elle doit accoucher puisqu'elle a un HELP, et le rein, c'est une nécrose tubulaire aiguë, donc elle va peut-être avoir besoin de dialyse pendant 2-3 semaines, mais il ne faut rien faire de plus, pas d'échange, pas de corticoïdes. Quand on regarde non pas des séries, mais des cas qu'on a rencontrés, ou des cas, des case reports dans la littérature, on voit que c'est probablement un peu simpliste de penser comme ça. Les anapathes disent de temps en temps, d'abord très peu de femmes sont biopsiées, parce qu'elles sont thrombopéniques, parce qu'elles finissent par récupérer, etc. Et quand on voit quand même quelques patientes qui sont biopsiées après, on peut voir des stigmates de microangiopathie thrombotique dans le rein, dans les glomérules, et au minimum un peu de dépôt de fibrine quand même dans l'endothélium glomérulaire. Donc probablement l'histoire telle qu'elle est écrite est un peu simple. Mais là où de toute façon, si vous appelez un néphrologue, vous avez dû le remarquer, on va, je ne peux pas dire se mettre martel en tête, mais où nous, on va forcément toujours se tirer un petit peu les cheveux, c'est que si vous avez une microangiopathie thrombotique, non pas placentaire, c'est-à-dire pas la prééclampsie grave avec une matte dans le foie, mais primitive, comme on dit. C'est-à-dire si vous êtes né avec un déficit génétique dans un inhibiteur de la voie alterne du complément, donc prédisposé à faire ce qu'on appelle un CHU atypique. Ou si vous avez développé un anticorps anti-ADAMTS13. Vous avez une maladie auto-immune, en tout cas vous avez un anticorps auto-immun qui neutralise l'ADAMTS13, ce qui vous met à risque de faire un PTT. Et même, alors là c'était une découverte un peu incroyable, si vous êtes né avec une mutation bilatérale de l'ADAMTS13 homozygote, et qu'à l'âge adulte, on ne s'est toujours pas aperçu que vous aviez un PTT par syndrome Dubchow-Schulman, comme on dit, ben dans ces trois situations, le fait d'être enceinte vous place à très haut risque de faire une poussée de microangiopathie thrombotique dans le rein, même sans prééclampsie. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup les néphrologues, c'est-à-dire que, ou les hématologues d'ailleurs, hein, parce que là, vous avez un schéma où vous voyez, en fonction du temps gestationnel,
les poussées de microangiopathie thrombotique, donc là, a priori, non placentaire, hein, on est très précoce, chez des femmes qui ont soit un PTT, c'est les losanges verts, soit ce qu'on appelle un CHU atypique, c'est les triangles bleus. Vous voyez que si vous avez un PTT, bah enfin, en tout cas, c'est compliqué parce que c'est dans l'autre sens, hein, mais si vous êtes enceinte et que vous avez un PTT, vous allez faire probablement une poussée de PTT au milieu de la grossesse. Si vous avez un CHU atypique, vous allez probablement le faire après avoir accouché. Donc en fait, quand vous êtes devant une femme qui a un HELP et une insuffisance rénale aiguë, soit vous êtes archi sûr que c'est un HELP, parce qu'il y a eu la barre épigastrique, la prééclampsie univoque, etc. Dans ces cas-là, l'insuffisance rénale aiguë doit être considérée comme une nécrose tubulaire aiguë. Et ce qui est attendu après la délivrance, c'est que la MAT guérisse, que l'insuffisance rénale aiguë mette les 10 à 20 jours réglementaires pour que la tubulopathie guérisse. Soit vous avez une femme qui fait une MAT pendant la grossesse, mais sans prééclampsie. Mais c'est compliqué, hein, parce que la MAT, ça rend hyper tendu. Si c'est dans le rein, ça donne une protéinurie. Donc on sait tous que en fait, c'est des situations ultra complexes. Mais si vous avez une prééclampsie, vous devez guérir avec la délivrance. Si c'est hors prééclampsie, il n'y a pas de raison que vous guérissiez, puisque vous avez un déficit en ADAMTS13 ou en inhibiteur de la voie alterne du complément, etc. Donc là, évidemment, le traitement, ce n'est pas la délivrance. C'est si vous avez un déficit en ADAMTS13, donner du plasma, c'est-à-dire faire des échanges plasmatiques. Et si vous avez un CHU atypique, il faut bloquer le C5. Il faut utiliser l'éculizumab ou bientôt le ravulizumab. Du coup, pour prendre en charge ces patientes, c'est là où je trouve que c'est très très compliqué, il faut avoir décidé dans sa tête, en quelque sorte, si la MAT que vous voyez, avec insuffisance rénale aiguë, était placentaire ou pas placentaire. Mais dans la vie, on sait que c'est compliqué, parce qu'en plus, il peut y avoir d'autres événements, des hémorragies de la délivrance, etc. Alors, ça c'est une diapositive pour essayer de résumer les lignes de complexité, tout ce qu'il faut prendre en compte en fait. Il faut prendre en compte théoriquement le terrain génétique. Est-ce que la patiente a ou pas tous ces gènes fonctionnels de la voie alterne du complément, de la DAMTS13 ou d'autres trucs, mais ça quand vous faites la connaissance d'une patiente, évidemment vous ne l'avez pas. Il faut peut-être pour appuyer un diagnostic de prééclampsie, savoir si elle a un terrain vasculaire au départ ou pas. Bon, ça, c'est beaucoup plus facile à savoir. Et la prééclampsie, c'est très fréquent. Donc, elle peut avoir une maladie auto-immune, mais en général, ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'en fait, les MAT par syndrome catastrophique des orthophospholipides, c'est 90% des fois des femmes qui ont un antécédent de complications du syndrome des orthophospholipides. C'est rare de les découvrir à ce moment-là. Il faut garder en tête qu'elles ont un placenta qui, cerise sur le gâteau, peut donner un phénomène prééclamptique jusque 7 jours après la délivrance du placenta. Donc bonne chance pour bien raisonner. En accouchant, peut survenir une hémorragie de la délivrance qui va quand même beaucoup compliquer l'interprétation de l'anémie, de la thrombopénie, voire des facteurs de coagulation. La patiente va rencontrer des docteurs qui vont utiliser des médicaments, du plasma, qui vont fausser tous les tests, des médicaments procoagulants, fibrinogènes, facteur 7, etc. Depuis 2011, la recommandation en anesthésie en cas d'hémorragie de la délivrance, et c'est très bien parce qu'apparemment ça sauve des vies, c'est en plus d'utiliser des antifibrinolytiques, l'acide tranexamique. Donc c'est pareil, ça complique énormément le raisonnement. Évidemment, ces femmes peuvent avoir un sepsis, et dans tout ça, on ne parle pas du tout de l'influence du père de l'enfant, alors que le placenta, comme vous le savez, il est codé comme l'enfant par la moitié des gènes du père. Donc c'est très compliqué. Pour prouver que c'est compliqué, on avait repris avec Florian Mebody et Mathieu Jam, dans l'Est, le nord de la France et Paris, une centaine d'observations de femmes qui avaient une insuffisance rénale aiguë dans le postpartum immédiat. Ça, c'est un des schémas du papier, c'est pas le message du papier, mais moi, c'est le truc que je trouve le plus intéressant. Ce schéma vous montre la différence entre le diagnostic à l'admission en réanimation, diagnostic supposé, comme on retrouve dans les lettres d'adressage ou dans les mots d'entrée, et le diagnostic final, c'est-à-dire de la fin du compte-rendu d'hospitalisation. Et alors, c'est exceptionnel en médecine, il y a 100% de discordance. Dans des CHU, hein. Dans des CHU. Hein, là.
Pardon, je suis... D'accord. C'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient adressées en disant « Oh là, attention, méfiez-vous, c'est une microangiopathie thrombotique, sous-entendu primitive et pas placentaire », elles sont sorties avec un diagnostic de prééclampsie ou d'hémorragie de la délivrance. Et les vraies maths, les maths primitives, pas placentaires, d'accord, elles étaient arrivées pour prééclampsie, pas du tout suspicion de chute atypique ou PTC. Donc en fait, je ne peux pas dire qu'on est très mauvais, puisque finalement on redresse le diagnostic en quelques jours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une situation quand même de très haute complexité. Et donc, dans une situation de complexité, à un moment donné, quand même, puisque en pratique, il faut bien prendre des décisions, on a tendance quand même en général à dire, bah, on parie sur ce qu'il y a de plus fréquent. Il y a toujours une part de pari, hein, même si on parle de comme ça. Et donc, bon, vous connaissez probablement cette situation. Si on entend le sabot, a priori, c'est un cheval et pas un zèbre. Bon, les chuts atypiques, c'est très rare, les PTT, c'est très rare, etc. Donc, en général, ces patientes sont considérées comme des prééclamptiques. Ok. Et donc, si vous avez une femme qui a, avec ou sans insuffisance rénale aiguë, mais une MAT dans le péripartum, a priori, ça a toutes les chances d'être un Alexandre. Pas 100%, mais toutes les chances. Mais la réalité, c'est compliqué. Là, je vous montre une patiente que j'avais vue à Tenon en 2016. Alors, vous voyez que ça ne plaisante plus. Hein. Donc, elle a fait une hémorragie de la délivrance après une atonie utérine, parce que 2 jours de travail. Elle accouche, et là, bon, la catastrophe hémorragique, mais elle ne vient pas pour prééclampsie. Hein. Elle est relativement simple au départ, puisqu'en fait, travail long, mais à terme, hémorragie de la délivrance, donc on a un diagnostic unique. Et vous voyez que quand je dis que ça plaisante plus, c'est que bah, maintenant, regardez ce qu'elle a eu. Donc elle a perdu 2,7 litres de sang, et des globules rouges, du plasma, du clotafacte et de l'hexacine. On a une dose un tout petit peu supérieure aux recommandations, mais bon, sans plus. Donc quand elle est arrivée, au passage, cette patiente nous avait été adressée pour suspicion de microangiopathie thrombotique parce qu'elle était anémique et thrombopénique. Mais nous, on a dit, c'est beaucoup plus simple que ça. Elle a beaucoup saigné, du coup, elle est anémique et thrombopénique. Okay, on est resté simple, on a dit, bon bah, elle est oligo-anurique, c'est pour ça qu'elle nous était adressée avec la mention attention, c'est peut-être un CHU atypique. Mais nous, on a dit, bon bah non, c'est probablement une nécrose tubulaire aiguë. Et puis l'anémie et la thrombopénie sont hémorragiques en fait. C'est assez simple. Très bien. Et on s'est dit, bon, on va attendre qu'elle récupère de sa tubulopathie. Le problème, c'est que regardez l'évolution. En fait, avec le temps, sur quelques jours, en fait, non seulement elle ne guérit pas, mais son anémie à J5 va se reconstituer, 4 grammes d'hémoglobine. Les plaquettes ne remontent pas, les LDH remontent. Évidemment, ça, le dernier jour, là, c'est dimanche. Le médecin qui est de garde est jeune médecin, enfin, je veux dire senior, mais quand même jeune. Et du coup, appelle à 4 h du matin en disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Bah, en fait, je ne sais pas ce que vous feriez, mais c'est compliqué, parce que si vous achetez le diagnostic d'hémorragie de la délivrance, on dit voilà, bah, c'est tout, elle a saigné, bah, il n'y a aucune raison qu'elle redevienne anémique, sauf si elle saignait, alors elle ne saignait pas, de nouveau thrombopénique et que les LDH remontent. Si vous dites, bah, manifestement, elle fait une MAT après l'hémorragie de la délivrance, le diagnostic le plus probable, c'est qu'elle ait un HELP syndrome, parce que finalement, on peut avoir une prééclampsie du postpartum. Mais dans la réalité, cette femme, elle est japonaise, elle ne parle pas un mot de français. Et on n'est même pas capable de savoir, à 4 h du matin, évidemment, si elle a une barre épigastrique, etc. Alors vous allez me dire, bah, on n'a qu'à doser les azates et les alates. Bah, les azates, il y en a plein, les globules rouges. Donc les azates sont toujours très élevés pour le HELP syndrome. Donc en fait, c'est super compliqué. Dans la vie, ça c'est pour dire que c'est parfois, c'est rare, mais parfois c'est très très compliqué. Donc, il faut avoir quelques principes en tête, mais probablement aussi faire de la recherche, parce que je pense que là, il y a une situation où il y a une question notamment thérapeutique. Moi, les trucs que je garde en tête, c'est que une femme enceinte, elle a ou elle avait, mais finalement c'est pareil, puisqu'on peut avoir une semaine de phénotype prééclamptique. Elle avait un placenta, donc en fait, la MAT, a priori, elle est dans le foie. L'insuffisance rénale aiguë, pas de panique, c'est a priori une nécrose tubulaire, mais le niveau de preuve, je vous ai dit, c'est quand même très très faible. Et puis, s'il y a une hémorragie en plus ou pas, a priori, l'anémie et la thrombopénie, c'est plutôt hémorragique qu'une microangiopathie thrombotique. La petite particularité de la femme enceinte, avant de rentrer dans sa chambre, ou en tout cas, avant de lui dire, vous inquiétez pas, c'est une nécrose tubulaire, c'est qu'il faut absolument, pour moi en tout cas, hein,
soit une écho de contraste, soit une angio-IRM pour vérifier qu'elle n'a pas de nécrose corticale avant de lui dire, vous inquiétez pas, dans une semaine, tout ira mieux. Parce que c'est dans ce contexte obstétrical qu'on voit les nécroses corticales. Il n'y en a plus d'autres, puisque les avortements septiques, pour l'instant, ça existe. Mais je ne veux pas trop simplifier, parce qu'on a probablement tous vu des situations où c'est plus compliqué que ça. Et à mon avis, les trois circonstances où il faut rester très vigilant, c'est quand le diagnostic de prééclampsie n'est pas du tout certain. Quand la math, bon, ça c'était le principal message du papier de Mathieu James et Florian Memodi, c'est-à-dire que les prééclamptiques, quand on donne à un ordinateur, on lui injecte toutes les données, la tension, les plaquettes, tout. L'ordinateur dit que quand c'est une prééclampsie, 3 jours après la délivrance, ou 3 jours après la math, ça doit s'améliorer. Ça ne doit pas durer plus de 3 jours. Donc en général, c'est à J4 qu'il faut vraiment se demander s'il ne faut pas faire une autre attitude thérapeutique. Et puis, si la cause pour vous de l'anémie, c'était l'hémorragie, mais que la thrombopénie ne se corrige pas, là aussi, il faut tiquer. Alors, ça, c'est les 2 dernières diapositives, je crois. Finalement, le terrain génétique, on ne le connaît pas. Le terrain environnemental, bon, bah, on le connaît, mais il n'est pas forcément décisif. L'hémolyse a une importance particulière parce qu'on sait maintenant, bah, grâce aux travaux de parisiens, hein, du groupe de Lucar et Ménina, que quand vous avez une hémolyse, donc par exemple un HELP syndrome, l'hème libre suffit à activer la voie alterne du complément. Et finalement, peut-être à donner une microangiopathie thrombotique qui va être sensible à un anti-C5, mais pas pour des raisons génétiques, pour des raisons qui sont acquises et qui sont liées au fait que l'hème libre circule. Bon, il faut prendre en considération les traitements et puis le placenta. Mais finalement, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une situation équivoque, donc en gros, c'est la persistance d'une microangiopathie thrombotique à J3, J4, c'est là qu'il faut probablement doser l'ADAMTS13 en espérant qu'il soit interprétable, sûrement doser les antigènes du complément, probablement aussi demander le consentement pour un type de génétique, parce qu'on est peut-être quand même devant un CHU atypique, où il va peut-être falloir introduire un anti-C5 qu'on voudra peut-être arrêter. Et puis, si vous retrouvez du sérum, parce que 48 heures après l'accouchement, FLT1, il n'y en a plus, mais c'est ça qui permet d'asseoir le diagnostic formellement de prééclampsie. Et du coup, si vous avez du sérum datant de moins 48 heures de postpartum, le fait d'avoir un ratio FLT1-PLGF très très élevé, normal c'est moins de 38, hein, si vous avez un ratio à 200, vous savez au moins qu'il y a une explication à une microangiopathie thrombotique. Si le ratio est normal, c'est là qu'il y a des probabilités que vous soyez dans un contexte rare. Donc là, cette complexité de la situation nécessite probablement qu'on sorte des tests un petit peu sophistiqués quand même. Et puis surtout, et puis c'est ça qui nous ennuie, surtout le dimanche à 4h du matin, mais en fait, même le lundi, quand tout le monde est arrivé, c'est des discussions que vous avez sûrement eues qui sont compliquées. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, par exemple, la femme dont je vous ai parlé, est-ce qu'on dit, il faut être simple, elle vient pour une hémorragie de la délivrance, au pire, elle a une prééclampsie, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'elle ait un troisième truc, c'est-à-dire, par exemple, une variation génétique sur MCP ou le facteur H. Vous pouvez raisonner comme ça en disant, statistiquement, c'est pas possible. Vous pouvez dire, dans le doute, le PTT pouvant donner une mort cérébrale, c'est une microangiopathie thrombotique, il lui faut du plasma. Donc en situation d'oligoanurie, forcément, des échanges plasmatiques, ça ne se discute pas. Vous pouvez dire, dans le futur, puisque l'industrie est en train d'en développer, hein, il y aura des colonnes pour absorber FLT1. Miltenyi a une colonne qui est prête, là, les essais sont terminés. Donc vous ferez peut-être de l'aphérèse pour supprimer le facteur causal du syndrome maternel de prééclampsie. Et puis, vous pouvez dire, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a une microangiopathie thrombotique, le placenta est parti depuis 3 jours, la génétique, je l'aurai dans 3 mois, j'ai l'ADAMTS13 qui est à 40%, c'est peut-être un CHU atypique, dans le doute,
je fais de l'éculizumab. Mais si oui, est-ce que vous faites one shot en disant c'est l'aime libre, c'est une succession d'agressions, ou est-ce que vous dites c'est comme un CHU atypique, je traite à vie? Ça, c'est une étude qu'on veut faire, qui est en cours d'évaluation, où dans ces situations très très aiguës, très très dangereuses, parce que c'est quand même des maths, une fois qu'on a écarté le PTT, on pourrait imaginer une étude où on fait un anti-C5 one-shot, le temps de comprendre, le temps de... versus, comme dans l'AMM, un anti-C5, 1 an. Bon, on verra, je vous montre ça parce que c'est en cours de dessin, mais... Alors, pour essayer et c'est là que je veux finir, pour essayer de colliger ces cas, tracer leur évolution, et éventuellement aider des collègues qui seraient... parce que là, vous êtes 25, donc j'imagine que quand vous avez une situation comme ça, vous discutez et puis vous pouvez... Enfin, vous voyez, si vous êtes à Saint-Brieuc le vendredi, bah, c'est peut-être plus compliqué de prendre une décision dans des situations aussi complexes. Donc en fait, on a monté une RCP un peu particulière qui est activable en urgence. En fait, on est une vingtaine à avoir, bon, déjà évidemment un intérêt pour le sujet, et pour avoir accepté la mini-contrainte, parce que c'est quand même des situations qui n'arrivent pas tous les jours, hein, d'être activable en moins de 24 heures pour répondre à des collègues qui se poseraient des questions, qui suivront ou pas des conseils qui seront d'ailleurs probablement très empiriques, mais au moins on pourra discuter. Et vous voyez que dans ce groupe, il y a des obstétriciens, il y a des néphrologues, des hématologues, des internistes, des biologistes, des réanimateurs, des anesthésistes réanimateurs, etc. L'idée n'est pas de réunir 25 personnes à chaque fois autour d'un cas, mais qu'il y ait au moins une personne de chaque métier qui puisse se pencher en 24 heures sur un dossier complexe. Donc en fait, on l'a lancé la semaine dernière. Il y a déjà eu une RCP, voilà, qui était très très emblématique, quoi, hein, une patiente qui fait une hémorragie de la délivrance, puis une microangiopathie thrombotique, qu'est-ce qu'on fait, etc. Là, on a été activé, entre guillemets, à J7, ce qui est encore plus compliqué parce que les médecins ont déjà fait quelque chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aider, puis de voir pendant un an si ça rend service ou pas. S'il n'y a pas d'appel, on arrêtera. Mais en gros, quand quelqu'un active la RCP par mail, on lui renvoie une feuille A4 recto très facile à remplir, hein, il y a très peu d'items. Et puis, moi je lance un message WhatsApp et on trouve X personnes pouvant se venir. Et puis, on fait un mini compte-rendu qu'on envoie le jour même aux cliniciens en disant voilà, faites ce que vous voulez, mais nous, voilà comment on évalue la situation et voilà ce qu'on ferait. Et on va tracer l'évolution de ces patientes. Qu'est-ce qu'elles ont vraiment eu comme traitement, qu'est-ce qu'elles sont devenues, AJ7, M3, etc., pour essayer de les colliger. Voilà, je vous laisse avec ces encouragements de Paul Valéry, c'est ironique évidemment, et puis si vous avez des questions, je vais...